Bonsoir chez vous pour une nouvelle émission Entreprendre Plus. Alors ce soir, nous allons vous parler de coaching. Et pour parler de ce sujet, nous avons comme invité Madame Ingrid Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Gaël Salési. Bonsoir. Bonsoir. Et bien évidemment, avec notre ami Nakash Boran, nous allons donc parler de coaching. Alors, la première question, c'est quoi le coaching? Et pourquoi faire du coaching? Première question à poser à Madame Lambert. Alors, donc le coaching, c'est une discipline qui vient des États-Unis. Pour la petite histoire, le mot coach, ça s'écrit coach. C'est la personne qui a amené donc à l'époque une personne d'un point A à d'un point B. Et donc ça a été après anglicisé et le coaching permet d'accompagner une personne ou un groupe de personnes sur un objectif afin de pouvoir le réaliser et de déterminer les ressources. Donc voilà comment je pourrais donner la définition. À la base, ça vient surtout du monde sportif. Ouais. Donc, où là, il y avait un certain nombre de personnes qui entraînaient. Et donc, le coaching est venu surtout du monde sportif. Par exemple, et après a été... moi, j'ai fait du basket pendant longtemps. J'avais un coach. Exactement. D'accord. C'est celui qui nous entraînait. C'est celui qui... Donc, on dit traîneur aussi. Mais le coach, c'est celui qui a la possibilité d'emmener les personnes au meilleur et au maximum. D'accord. On posera la même question à Monsieur Salési. Comment vous vous présentez? C'est quoi coaching pour vous? Sûrement, vous n'êtes pas dans le même, le même critère, le même. Il y a différentes catégories de coach. Voilà, d'accord, très bien. Donc, vous allez nous expliquer ça après. Ouais. Oui. Donc voilà, pour préciser ce qu'a dit Ingrid, on va dire qu'il y a une chose qui distingue aussi, je voudrais la précision, c'est que bien souvent, on mélange le conseiller et le coach, on va dire. Il faut savoir que le coach, en fait, ce ne sera pas quelqu'un qui va vous dire, OK, pour aller du point A au point B, tu dois faire ça. Non, c'est un accompagnateur. C'est-à-dire qu'il va poser beaucoup de questions, en fait, à la personne, pour l'amener en fait à trouver par elle-même la solution qui va l'amener justement du point A au point B. Mais à aucun moment un coach n'est là pour donner la solution. Et c'est ça toute la force en fait d'un coach. C'est-à-dire qu'il fait émerger la solution sur la personne, et il prend vraiment la personne en tant qu'expert de sa vie. Ouais, c'est pas un consultant en fait. C'est exactement ça. C'est pas un consultant, c'est pas un conseiller. Voilà. C'est un expert du changement. Voilà moi ce que j'aime dire. Un coach c'est un expert du changement qui amène justement la personne à se dire tu connais mieux que personne ta vie, ton domaine, ton entreprise. Moi, en tant que personne extérieure, je ne peux pas te donner la solution. Je vais me baser sur tes compétences pour faire émerger justement la bonne solution. Et c'est ça toute la force. Alors, est-ce qu'on peut dire que le coaching, c'est un nouveau métier ou c'est un métier qui est très peu connu en fait? Moi, je dirais qu'ici, à La Réunion, il n'est pas encore connu. Mais on va dire que ça fait des années quand même aux États-Unis maintenant qui commence à être très en vogue et très à la mode. On va dire que tout le monde a des coachs pour tout et n'importe quoi, presque on pourrait dire maintenant, dans tous les domaines. Ici, à la Réunion, ça commence à prendre son essor. J'ai l'impression depuis 2, 3, 4 ans qu'il y a énormément de coachs qui se révèlent à la Réunion, en tout cas. Voilà, le métier commence à prendre de l'ampleur, comme je dis, mais malheureusement, le gros problème qu'il y a, si on peut dire, à la Réunion, c'est qu'il y a un fossé entre la demande et l'offre. C'est-à-dire que les deux ne se rejoignent pas forcément. Il y a plus de gens qui en ont besoin ou qui demandent que de gens qui peuvent proposer? Dans les deux, voilà. Je pense qu'il y a une sorte de problème où on ne sait pas vraiment quelle est la raison qui fait que justement ce fossé existe. Parce que il y a de l'offre, il y a de la demande, mais les deux ne matchent pas forcément. Voilà. Donc, alors c'est dû à quoi? Un manque de communication? Je pense qu'il y a ce manque de communication déjà aussi de la part des deux côtés. C'est-à-dire que ceux qui font la demande, peut-être eux vont passer par des consultants plutôt et pas penser forcément au coaching parce que la solution qu'apporte un coach peut être apportée aussi par un consultant, par d'autres formes. D'accord. On ne pense pas forcément en premier lieu au coaching. Alors justement, quelle est la différence entre un consultant et un coaching pour... Comme je l'ai dit juste avant, le consultant lui va vraiment arriver, il va faire un diagnostic en me disant ok, vous avez une problématique. Ok, moi, la solution que je vous donne, c'est ça, appliquez cela. Je veux dire, dans la pratique, le coaching, c'est, je serais tenté de dire, vous êtes tout le temps avec la personne. Oui, en permanence. Le consultant, il va faire un bilan, il va mettre ça sur un bout de papier. Le suivi peut être le même, c'est-à-dire que le consultant, lui, va faire un diagnostic. Il va partir comme le coach, d'ailleurs. Sauf que on peut dire que le consultant peut être une forme de coach, mais coach mentor. C'est quelqu'un qui a déjà, un peu comme un sportif de haut niveau, vous voulez faire le grand raid, à ce moment-là, moi, je l'ai déjà fait, le grand raid, je vous accompagne et je sais un peu comment on fait une préparation, à quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut ralentir, à quel moment on va ravitailler. Maintenant, le coach, lui, n'a pas forcément... il a besoin d'être passé par là, parce que ce qui est important, et pour rejoindre ce que Gaël disait tout à l'heure, contrairement au consultant, le coach, lui, amène aussi un travail sur lui. C'est-à-dire que soit il a un coach, il a un espace de supervision. Et c'est vrai que ce qui fait la différence, que bien souvent, le coaching est un peu galvaudé ou
est un peu comparé à de la psychologie ou à des thérapeutes, alors que non, ce qui fait la différence entre un psychologue et un coach, par exemple, ou un consultant, c'est que le coach va aller dans le comment, alors que le psychologue, lui, va aller dans le pourquoi. Va aller chercher les raisons, alors que le coach, lui, n'a pas besoin forcément d'aller connaître l'histoire, il va travailler sur ce qui est présent. Et gros point important aussi, c'est qu'il va créer l'autonomie chez le client. C'est-à-dire que le client, sorti du coaching, il doit être autonome avec le parcours qu'il a fait avec le coach. Alors, moi, j'ai une question, parce que vous êtes tous les deux coachs, mais vous êtes coach dans 2 domaines différents. On va commencer par Ingrid. Ouais. Toi, tu es coach dans quel domaine? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on devient coach, en fait? Waouh, ça c'est... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, voilà, moi, j'ai envie d'aider les gens à aller d'un point A à un point B? Alors, je pense qu'il y a aussi, en termes de... Il y a son histoire. Ouais. Je pense qu'il y a l'histoire personnelle par rapport à des parcours de vie, par rapport à des rencontres. Et puis, il y a surtout l'amour des gens. L'amour de vouloir autre chose, de vouloir aider, parce qu'à un moment donné, dans votre parcours, il y a des gens qui ont été là pour vous. Et c'est quelque part comme une transmission, un partage, la générosité. Donner un peu ce que toi, t'as reçu. C'est ça aussi, D'accord. à un moment. Ouais. Et puis de partir sur une exploration de soi-même, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on devient coach aussi, c'est la connaissance de soi, pour pouvoir justement accompagner les autres. Je ne peux pas non plus le faire si... Et toi, tu es coach dans quel domaine exactement? Alors, initialement, quand j'ai fait ma formation, j'étais partie sur coach de vie, parce qu'il y a aussi ce qui est prévu, et puis il y a ce qui se passe. Il y a la réalité aussi du terrain. Donc sur coach de vie, lors de ma formation, on nous prépare à nous installer, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire. Et moi j'ai fait 17 ans dans le monde de l'entreprise, donc j'avais pas forcément envie de repartir. Et puis finalement, donc ça s'est diversifié, parce qu'à côté de ça, je fais de la formation, je fais du consulting, donc sur du projet, et puis du coaching d'entreprise. Donc c'est très varié. Là, je viens de lancer aussi des ateliers, pareil, de développement personnel. Donc, on fait tout ce qui peut toucher à l'homme et tout ce qui peut aider. Donc, c'est différents moyens, mais avec les mêmes outils. D'accord. Alors, justement, une question. Faire appel au coaching, ça peut rentrer dans un cadre de formation professionnelle. Oui, tout à fait. D'accord. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui, dans leur dispositif de formation, mettre des accompagnements pour leurs dirigeants sur du coaching, tout à fait. Alors, dans le cas d'une entreprise, le dirigeant d'entreprise peut faire appel à vous, Tout à fait. mais ça peut être aussi pour les salariés ou le personnel d'encadrement. Complètement. Typiquement, c'est des situations sur un changement de poste, une évolution professionnelle, et à ce moment-là, il manque, on va dire, il y a les aptitudes, il peut manquer le savoir-être. Et à ce moment-là, les ressources humaines vont conseiller du coaching pour aider le collaborateur en termes de posture à avancer. Ok. Moi, j'ai une question pour Gaël, parce que on se suit un peu sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, tu t'appelles harmonisateur de vie. C'est cela. C'est quoi un harmonisateur de vie? En fait, voilà, j'ai appelé ça harmonisateur de vie pour faire, on va dire, la différence entre ce que tout le monde parle de coaching de vie. On va dire que ce terme coaching de vie, quand je demande à quelqu'un c'est quoi un coach de vie, il me fait je sais pas. Honnêtement, voilà, je sais pas. Tandis que ce terme harmonisateur de vie, déjà, on comprend la notion d'harmoniser, harmoniser sa vie, c'est-à-dire trouver un équilibre dans sa vie, tout simplement. Et c'est vraiment le rôle d'un coach de vie. C'est-à-dire que si on prend le cadre d'un chef d'entreprise, par exemple, une des grosses difficultés que peut avoir un chef d'entreprise, c'est comment il fait en fait la balance, l'équilibre entre justement sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Bien souvent, l'un des gros problèmes que l'on a, c'est justement les problèmes qu'on peut avoir dans sa vie personnelle vont impacter la vie professionnelle et inversement. Comment est-ce qu'on fait justement pour mettre la cloison entre les deux? Quand on rentre chez soi, on oublie l'entreprise et on est concentré sur ses enfants, sur sa famille et inversement. Et ça, c'est l'une des grosses difficultés qu'on peut retrouver chez les dirigeants, les cadres, les managers aussi, et sur lesquels j'aime travailler. Moi, c'est vraiment cette notion, on va dire, harmonisation de vie, c'est trouver l'équilibre dans sa vie et donner du sens à sa vie. Donc il y a un côté aussi où, pour préciser un peu plus sur moi, ma spécialisation, c'est dans le développement spirituel aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une notion, on va dire, de part de spiritualité. Quand je parle de spiritualité, c'est juste d'avoir une croyance en quelque chose de plus grand que soi. Quelle que soit la religion, voilà, c'est pas quelque chose de religion, D'accord. c'est vraiment juste avoir une croyance qu'on agit dans le monde en quelque sorte, qu'on a un impact sur le monde, qu'on peut vraiment par soi, ses actions, avoir un impact global. Donc c'est vraiment cette notion-là. Et En fait, voilà, sur lequel moi je En fait, travaille. c'est fabriquer et placer les tiroirs et surtout mettre les bonnes choses dans le bon tiroir. Tout à fait. Voilà. C'est exactement C'est ça. une belle image. Ce qui est pas simple. Non, mais ce qui n'est pas simple à faire. Tout à d'ailleurs. fait. Ouais, pas simple à faire. La difficulté, elle est là. Surtout C'est pour que un chef d'entreprise, quand on sait dans quelles conditions. Bon, Parce que souvent, comme on dit, on peut avoir la tête dans le guidon. C'est-à-dire que on part pas du principe que
un chef d'entreprise n'est pas conscient des problématiques qu'il a. Il est tout à fait conscient que sa vie professionnelle va impacter sa vie personnelle. Mais parfois, pris dans la routine, aujourd'hui, où des fois on a un cadre de vie où c'est très speed. Donc forcément, quand on est pris là-dedans, avoir la chance de quelqu'un de neutre, d'extérieur, qui vient nous accompagner, il va nous permettre justement de dire, ok, attends, on fait une pause, on prend du recul, on fait une visualisation, on regarde un peu globalement tout ce qui se passe, et on prend conscience de certaines choses que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas. Et ça, c'est la force aussi. Et c'est que des chefs d'entreprise qui viennent vous voir, pratiquement? Pour ma part, non. Moi, je suis vraiment sur des particuliers dans tous les domaines. J'ai accompagné des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise, des employés, cadres, salariés. Voilà. Il n'y a pas vraiment de restrictions dans... Après, on va dire qu'il faut prendre en compte que les personnes qui viennent dans certaines problématiques, comme là je viens d'expliquer, entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est bien souvent des chefs d'entreprise qui ont ce genre de problématiques. Et alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que c'est plus les femmes qui osent venir voir un coach, non? Les hommes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus d'ego en se disant que j'ai pas forcément besoin de me faire aider. Non? Je sais pas, je me trompe. Alors, c'est vrai que pour ma part, j'ai quand même 75-80% de clientèle féminine. Donc, j'ai eu quelques... Alors, pour justement les hommes que j'ai pu accompagner, c'était dans le cadre de coaching d'entreprise. Mais c'est vrai, sur la partie client en privé, c'est beaucoup plus de femmes, en effet, avec... tout ce qu'on connaît, la surcharge mentale, la maison, les enfants, le travail. Mais non, nous les hommes, nous ça va. Et donc du coup, je me suis dit peut-être que tout va bien. C'est pour ça que l'atelier que j'ai lancé, j'ai appelé Femmes, Hommes, cours de com, connaissance de moi-même, pour inviter les hommes justement à venir se poser et peut-être prendre part aussi à ce développement personnel. Donc vous êtes cordialement invités au prochain atelier. Non, je vois le message qu'il me fait passer. Il est en train de me dire, Géraud, tu as besoin de te faire coacher. C'est ce qu'il est en train de me dire. Et je dis pourquoi pas. Justement, alors moi j'ai une question, excuse-moi, mais là je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que tout le monde a besoin de se faire coacher ou pas? Est-ce qu'on a envie? C'est à partir du moment où on a envie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est ce que je dis à chaque fois, quand on a déjà identifié qu'on a besoin d'aide, mais il y a au moins 60-70% du travail qui est fait. Après, c'est sur l'accomplissement et d'aller jusqu'au bout. Parce que souvent, ça arrive que les personnes entament un processus et puis ne partent pas jusqu'au bout. Donc là, après, c'est au coach aussi de faire un feedback et puis d'échanger. Hein. En revanche, ce qui est vrai, ce que tu disais tout à l'heure, Gaël, c'est que quand on a le nez dans le guidon, on croit qu'on est bon. Mais on est loin d'être bon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, un chef d'entreprise, il a du mal à se faire sa propre autocritique. Il ne voit pas ce qu'il fait, il pense que tout ce qu'il fait est bon. Et malheureusement, quand on peut et on s'autorise à prendre un peu de recul, on se rend très vite qu'on est, dans certains cas, dans l'erreur. Et d'où là l'importance, à mon avis, de se faire coacher. Donc, je suis en train de te dire, tu as un boulevard devant toi parce que il y aurait sûrement des choses à faire pour les chefs d'entreprise. C'est pas critiquer les chefs d'entreprise, mais c'est vrai que par engagement, on est tout le temps le nez dans le guidon. On dit, on veut s'occuper de tout et finalement, on veut s'occuper de tout, on n'est pas bon. Donc, nos méthodes de management, à mon avis, à un moment donné, a besoin d'être revue et on est mal placé nous-mêmes pour se corriger. Donc, l'importance d'un coach à ce moment-là aurait toute sa... La présence d'un coach aurait toute son importance. Parce que ce qui est important aussi pour répondre à la question de Nakash aussi, c'est vraiment de se dire, d'accord, on peut en avoir envie, mais bien souvent aussi, les personnes qui viennent me voir, il faut savoir qu'elles ont déjà essayé en fait de résoudre le problème. Elles ont essayé de mettre des solutions en place, mais qui n'ont pas fonctionné. Et quand on se retrouve dos au mur, forcément, au bout d'un moment, on se dit, je suis démuni, des outils que moi j'ai ne me permettent pas de remettre une solution en place. C'est là où on peut se dire, j'ai besoin d'aide. Et je pense que la notion, on dit justement que les femmes et les hommes, par exemple, il y a plus de femmes qui font appel au coach, par exemple, c'est un peu cette notion où l'ego de l'homme fait que demander de l'aide pour un homme réunionnais... En plus. Voilà, c'est avouer, en gros, se dire, Miguel n'est pas, il est faible. C'est un peu ça l'idée qu'on peut avoir dans la tête. Alors que non, honnêtement, il faut se dire, être suffisamment humble sur se dire, au contraire, qu'est-ce qui est plus important? Mon ego d'oser dire que je suis pas capable ou plutôt de passer le cap et d'améliorer. C'est simple. Pour un chef d'entreprise, c'est quoi? On se fait coacher, on améliore, chiffre d'affaires monte. On se sent mieux dans son entreprise. Les employés se sentent mieux. Il n'y a que des bénéfices. D'ailleurs, moi, j'ai toujours entendu que même les plus grands chefs d'entreprise dans ce monde, que ce soit aux États-unis, en France, se font coacher. Ah oui, tout à fait. Et même est-ce que les coachs se font coacher aussi? Oui, les coachs. Pour ma part, je me fais coacher, tout à fait. On a tous besoin en fait d'avoir quelqu'un qui prenne de la hauteur par rapport à ce qu'on fait nous. Complètement. On a même sur nos pratiques,
On a besoin de savoir où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'il n'y a pas de confusion entre l'histoire du client, parce que on est avant tout, nous, le rétroviseur, la caméra qui zoome vraiment de hauteur, ce qu'il disait tout à l'heure, hein, prise de recul, prise de hauteur, prise de distance. Et nous, on a ce rôle dans l'accompagnement. Le coaching, c'est aussi une formation très individuelle. Je veux dire, on ne peut pas faire du coaching dans un groupe. Ce qui peut être, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit si on peut appeler ça comme ça, une formation accompagnée, individualisée, pour que ça qu'il y ait un effet, quoi. Je suppose que c'est ça la démarche. Pas forcément, il peut y avoir les deux aussi quand même, parce qu'il y a cette notion d'intelligence collective qu'on en parle beaucoup aussi. Où, forcément, dans un groupe, c'est justement, on va travailler avec la force du groupe. C'est-à-dire vraiment, le rôle du coach serait un peu comme un médiateur, si je peux dire, où justement, il va amener les idées de chacun à tout le monde, à mettre ensemble ses idées, et comment on arrive à créer quelque chose ensemble avec les idées de tout le monde. Donc dans le coaching, on va dire collectif, c'est ça qui est mis en place. Après, c'est vrai que sur des objectifs personnels, individuels, comme par exemple pour un chef d'entreprise, forcément, s'il a une vision pour son entreprise ou il a envie de créer quelque chose, ça sera d'abord sa vision à lui, ça sera un travail personnel à mettre en place. Et c'est sûr que là, c'est un accompagnement individuel. Mais les deux formes sont tout à fait faisables. Moi, je vois le coach un peu comme un facilitateur. Donc, que ce soit en individuel ou avec le groupe, tout dépendra de l'objectif défini à ce moment-là. D'accord. Et quand on fait une formation de coaching, qu'est-ce qu'on apprend comme... on apprend de la communication. Enfin, je sais qu'il y a communication, PNL, par exemple, on parle beaucoup de PNL. Est-ce qu'il y a de la psychologie? Enfin, il y a pas mal. Justement, quels sont les outils en fait que vous apprenez et que vous avez après dans votre sacoche de coach, on va dire voilà, la caisse à outils que vous avez en fait. Ouais. Disons que il y a différents outils. Donc, comme tu as cité par exemple la PNL, mais il peut y avoir aussi, on va dire, l'énéagramme qui peut être utilisé. Bon, il existe différentes méthodes. Selon chaque coach va avoir sa propre méthode. On va dire que la base, elle reste surtout en fait la capacité en fait à créer la confiance avec la personne et surtout cet échange, de créer ce qu'on appelle en fait le terme m'échappe, on reviendra dans l'instant, mais vraiment d'avoir ce lien en fait compte qui va permettre justement à la personne de parler, de s'ouvrir, si je peux dire. Parce que une des notions très importantes, c'est que quand une personne elle n'arrive pas à mettre en place quelque chose, c'est justement qu'il y a un frein, on va dire des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire des choses psychologiques dans sa tête, des idées qui se disent que c'est ça qui le freine. Et il faut en gros enlever cette croyance que la personne a, la modifier, pour justement qu'elle puisse se dire ok, je suis capable maintenant de le faire. Et donc c'est tout ce travail, pour pouvoir en arriver là, il faut être capable de créer justement cette confiance, ce lien. Parce que il faut dire ce qu'il en est, se livrer, oser dire aux gens j'ai une difficulté et je n'y arrive pas. Ça demande un effort, ça demande un certain courage. Il faut oser le faire et avoir confiance en une personne qu'on ne connaît pas. Donc c'est tout ça aussi qui fait la force d'un coach aussi. Il y a une limite, il y a une barrière très fine quand même, on dirait, entre le coaching, la thérapie, la psychologie, non? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour rejoindre les propos de Gaël, donc sur le coaching, qu'est-ce qu'on apprend en formation? On apprend à écouter. On apprend à créer le rapport avec l'autre, cet interespace de confiance et surtout à sécuriser quelque chose dans la confidentialité et vraiment mettre un espace de confiance, de générosité, de partage et vraiment sécuriser. C'est vraiment le mot. Quand la personne vient, elle a besoin de se sentir dans un espace de bien-être, d'écoute. Et c'est surtout ça, déjà, la première mission lors de ce qu'on appelle le premier contact, créer la relation de confiance, parce que c'est cette relation-là qui va être vraiment au cœur de la réussite du processus de coaching. C'est ça. Et par rapport à ce que tu disais, Nakash, entre le coaching et la psychologie, c'est que le coaching va vraiment dans le comment. On n'a pas besoin de savoir. On peut remonter, il y a différents outils. Comment on peut justement de cette situation transformer, c'est-à-dire renverser, comment de cette situation où je vois le verre à moitié vide, comment je peux le voir à moitié plein. Comment cette contrainte, je peux la transformer en opportunité. Et là, on se parle du focus, mettre le focus du client sur ce qui est important pour lui et aller chercher ses valeurs, aller chercher ses croyances. Est-ce que je peux résumer en disant que le coaching, c'est on regarde comment aller de l'avant et la thérapie, en tout cas la psychologie, c'est regarder qu'est-ce qui s'est passé avant. Enfin non, pardon, c'est comment aller de l'avant. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé avant. C'est ça, c'est-à-dire que c'est l'avant et l'après. Voilà, dans une des formules, on va chercher un peu le sens. Ouais, c'est ça. Alors que même quand j'ai du sens, ça règle pas la problématique que j'ai aujourd'hui. Donc ce qui est nécessaire, attention. Je pense que les méthodes sont complémentaires. Moi, je sais qu'à un moment, si avec le client, je vois que je peux pas, je le renvoie vers des confrères dont c'est le métier. Donc chacun a vraiment son rôle et c'est important vraiment de travailler ensemble. Je suis vraiment là-dessus, que ce soit sur toutes les méthodes. Et donc si à un moment le client lui ne, moi je vois que j'ai ma limite, soit je fais appel à notre coach ou soit à un autre thérapeute ou on travaille avec d'autres experts aussi dans ce domaine. Pardon. Oui, je t'en prie.
Quelque chose qui permet de clarifier aussi, c'est de se dire que voilà, dans la thérapie, on va vraiment chercher quelle est la raison qui a causé le problème. Tandis que avec le coaching, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui a causé le problème, c'est quelle est la solution qu'on met en place. On se concentre uniquement sur la solution. Une image toute simple. On est obligé quand même de faire un bilan de l'avant. C'est ça, pour savoir quelle est, justement, connaître en fait quelle est la situation actuelle, si je peux dire, mais c'est surtout quel est ce qu'on va dans l'avant. C'est comme quand, par exemple, si on se foule la cheville, la première chose qu'on fait, on va pas se demander pourquoi je me suis foulé la cheville, parce qu'il y avait un galet qui était posé comme ça, que mon angle de pied est comme ça, c'est pour ça. Non, on lève sa jambe et on repose plus sa cheville par terre. C'est ça. On a mis une solution en place. C'est vraiment la même chose, c'est la même idée qu'on va mettre en place dans le coaching. Il n'y a pas besoin, et on se rend compte vraiment, c'est bien souvent où beaucoup de personnes vont stagner, c'est parce qu'elles passent beaucoup de temps à se demander pourquoi ça m'est arrivé. Pourquoi j'ai ça. C'est pas forcément obligé. Elle se concentre trop sur le problème plutôt que de trouver les solutions. C'est ça. En fait, je suis dans pourquoi j'ai ça, mais c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour en sortir. Parce que là, on stagne. Tandis que dès qu'on est dans le comment on va le faire, on passe à l'action. Et on est en mouvement et on part de l'avant. Et ça, on reprend confiance en soi très rapidement quand on commence à mettre des premières étapes en avant. Parce qu'on va faire des petites réussites cumulées, vont faire qu'on va reprendre confiance en soi et on va finir par se dire mais oui, je suis capable de sortir de cette zone. Et au contraire, je peux faire encore mieux. Et donc, c'est là. Donc, se faire coacher, c'est reprendre confiance en soi, aller sur de nouvelles bases, remettre en cause des bases qui n'ont forcément pas marché. S'il y a une situation donnée qui fait qu'il n'y a pas de résultat, il faut aller chercher le résultat. Donc, le coach aurait toute son importance à ce moment-là. Bien sûr. On va dire l'une des premières choses qu'on fait dans le coaching aussi, c'est de se mettre en place des objectifs. Se dire, OK, on a quelque chose à faire. Le point B, c'est l'objectif que l'on a, justement. Donc après, quand on a fixé cet objectif-là, bien sûr, quand on a essayé plusieurs fois, comme je le disais, la personne, elle a essayé par ses propres moyens, elle n'a pas réussi. Quand on échoue, si je peux dire échouer entre guillemets, on va forcément perdre en confiance en soi. Parce que c'est la nature humaine, on est comme ça. Et justement, quand on réussit, là, notre confiance augmente. Donc, c'est tout le rôle du coach aussi de redonner la confiance et la motivation aussi. Parce que parfois, pour se remettre en avant, il faut un petit boost, on va dire, ou quelque chose. Donc la motivation est très importante. C'est l'emmener aussi à avoir des micro-victoires, entre guillemets, sur le chemin qui vont lui permettre d'avoir confiance en elle ou en lui au fur et à mesure. Tout à fait. Et alors, c'est pas une question polémique, mais je vois des fois des personnes qui se prétendent être coach. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple, il y a une personne qui a réussi à perdre du poids en l'espace de 6 mois et qui maintenant devient coach sportif. Par exemple, ou quelqu'un qui a réussi à, aider un ami à vendre quelques produits et maintenant il est coach en entreprise. Enfin, qu'est-ce que vous pensez justement de cette pléthore de coachs qui se prétendent justement être coach, parce qu'il y en a vraiment en fait de plus en plus comme ça. Est-ce que pour vous c'est une concurrence ? Est-ce que pour vous c'est déloyal ? Parce qu'en fait on emploie le mot coach, finalement il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une législation ? En fait, on peut se dire coach. On en parlait tout à l'heure, justement, puisque je disais à Gaël, on devient coach dans le sens où on a une formation. Et c'est les années, l'expérience, le nombre de cas qui fait qu'on va devenir un excellent coach. Tout de suite, on apprend. Maintenant, par rapport à tous ces coachs qui arrivent sur le marché, j'ai envie de dire que moi, je vois pas ça comme de la concurrence. Au contraire, moi, c'est plutôt du challenge. Parce que je pense qu'on est nombreux et chaque personne peut trouver son coach. D'accord, il y a des coachs, ça passera peut-être avec un client, ça passera pas avec un autre. Donc, chacun a sa sensibilité, chacun a son expertise, chacun a ses spécificités. Et après, c'est le bouche à oreille. Et ça, par contre, il y a rien qui est aussi puissant que autant la communication, autant que la recommandation. Et là, je suis assez confiante. Donc, en fait, c'est pas un métier, ce que tu es en train de dire, pas réglementé. Alors, j'ai réussi dans un domaine, je peux devenir coach, quoi. C'est reconnu. Non, c'est reconnu maintenant par la législation. C'est reconnu, il y a les fédérations de coaching lesquelles on s'inscrit. Il y a beaucoup de polémiques justement sur les réseaux, sur les coachs et les pas coachs. Mais c'est comme dans tous les métiers. Vous êtes médecin, vous avez des bons médecins, vous avez des moins bons. Vous avez des footballeurs, il y en a des moins bons. Il faut avoir un diplôme. C'est sûr. Il y en a qui exercent alors qu'ils n'ont plus forcément leur licence. Il y en a qui se disent coach au bout de 6 mois. Voilà. C'est ça. C'est l'importance des formations aussi. Et ce qui va vraiment faire la différence, je pense, c'est que dans les formations aussi, ce qu'on apprend, c'est avoir une certaine déontologie. C'est ce grand respect en fait de la notion de l'être humain, de comprendre en fait que comment fonctionne un être humain et justement que d'avoir conscience, certaines personnes qui vont se dire coach d'un coup comme ça. Si je prends par exemple, comme tu prenais l'exemple sur le coaching sportif, par exemple, j'ai discuté aussi avec beaucoup d'amis qui eux sont certifiés coach sportifs, qui ont fait des études justement, mais
faire des exercices n'importe comment à quelqu'un, par exemple juste une personne qui a 120 kilos, si on prend et on lui commence à lui dire bah vas-y saute, elle va s'exploser les genoux. Ouais, c'est sûr. La répercussion, elle va peut-être perdre du poids, mais derrière vous allez lui bousiller ses genoux. C'est ça. Donc, et ça, si vous n'avez pas une formation, vous ne connaissez pas ces règles justement de respect en fin de compte et de l'impact de ce que vous allez faire, c'est là où tout est le danger, si je peux dire en guillemets danger. Mais voilà, et c'est ce qu'on apprend justement grâce aux formations. Et c'est pour ça aussi que je te remercie pour cette question, parce que pour moi, elle a le mérite d'être posée, de clarifier quand même ces choses aussi, que on n'est pas tous coach et que ce terme coach professionnel, il a quand même, les personnes qui se disent coach professionnel, vérifiez quand même qu'elles ont une formation. Ouais, il y a une Un valeur minimum, derrière. si vous voulez faire coacher, mais au moins que la personne a oui. fait une formation où vous êtes sûr qu'elle aura ce cadre déontologique. Et ça, on peut le vérifier où, ça? La personne, il faut sur le le demander. site, oui, alors soit la D'accord. personne a un site, d'accord. soit sur les réseaux professionnels, on peut aller regarder, voilà, Et tout à l'heure, vous parlez de fédération, c'est une fédération locale ou nationale national. Nationale. Oui, tout à Non. fait. C'est ça. Il existe une fédération internationale, une fédération française aussi. International aussi, oui, Voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Et voilà, il y a différents types. Mais juste aussi pour rebondir, il faut savoir que généralement un coach, comment il travaille, c'est qu'il y a toujours un premier entretien aussi avec la personne qui le souhaite. C'est-à-dire que cet entretien qui est généralement, pour ma part, moi, elle est gratuite. Je sais pas pour les autres coachs comment ils le fonctionnent, mais c'est-à-dire qu'il y a un besoin aussi quand même de discuter avec la personne. Oui. Apprenez à rencontrer votre coach. Comme le disait Ingrid, on peut pas être le coach de tout le monde. Moi, j'ai une façon de travailler, j'ai une certaine, un être, comme je disais, spécialisé dans le spirituel, par exemple aussi, qui va peut-être pas correspondre à tout le monde. Bien. Et c'est très important d'apprendre, voilà. Bien, le Je te sujet est remercie. passionnant, là, on a peut-être même débordé un peu, Ouais. mais je vous remercie pour toutes ces explications-là sur le nouveau métier coaching. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Bien sûr. En tout cas, bon, Et Giro va se bonne- faire coacher bientôt. Ça, on verra. Et il aura Mais des cartes. on vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites et à très bientôt. Merci. Merci. Bonsoir Merci aux à vous. téléspectateurs et aux prochaines émissions. Merci. Merci.